Bonjour chers amis bibliothécaires et nouveaux venus sur la chaîne. Comme vous l'aurez compris si vous avez regardé la vidéo de mercredi dernier, aujourd'hui nous allons donc continuer notre histoire sur le poltergeist de Battersea. J'espère en tout cas que vous avez apprécié la première partie et que vous attendiez avec impatience de savoir la fin de toute cette histoire. Mais avant que je ne commence, ou que plutôt que je continue cette fameuse histoire, je vais vous conseiller comme d'habitude à vous installer bien confortablement, à vous prendre peut-être une petite tasse de café ou un verre de jus d'orange d'eau, enfin ce que vous voulez, quelques petites choses à grignoter ou bien tout simplement me mettre juste comme un podcast et puis faire ce que vous avez envie de faire. En attendant, vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes bien installé et prêt à connaître la suite de ce fameux poltergeist, nous allons pouvoir continuer. Alors pour rappel, nous sommes à Battersea et il y aurait des phénomènes assez étranges qui se passeraient dans une maison de Elland Road, donc à Battersea bien sûr. Et un enquêteur du nom de Harry Price s'y est intéressé et il va continuer son enquête qu'il avait déjà commencé donc dans la première partie de la vidéo déjà postée. Harry Price continue donc sa petite enquête et le lundi 23 janvier 1928, dans l'après-midi, celui-ci, toujours accompagné par un certain Monsieur Grice, donc sans doute le nom de notre fameux reporter de The Evening News, va retourner à la maison d'Elland Road. Ça va lui permettre ainsi d'avoir un long entretien avec Madame Perkins, la fameuse veuve qui vit là avec son enfant Peter de 14 ans, pour vous rappeler un petit peu. En effet, Madame Perkins va leur apprendre que durant tout le week-end, donc celui où ils ne sont pas venus et ont laissé la famille tranquille, les manifestations avaient été plutôt violentes et assez variées. Il y avait encore eu, comme d'habitude, des pluies inhabituelles de morceaux de charbon, de pièces, etc. Enfin, diverses petites choses. Mais aussi une grande activité parmi les meubles. Le samedi, par exemple, les chaises avaient de leur propre gré marché dans le couloir, l'une à la suite de l'autre, je cite donc. Et lorsque Madame Perkins avait essayé de mettre la table pour le dîner du samedi, les chaises se sont alors empilées sur la table. Lorsque cela s'est reproduit pour la troisième fois, elle a été prise de panique et elle est sortie directement dans la rue pour essayer de trouver un policier et lui demander de l'aide. Malheureusement pour elle, le policier pensait tout simplement que c'était elle qui avait empilé les chaises et que c'était qu'un traquenard, un canular, enfin il ne la croyait pas du tout dans ses dires. En ce qui concerne Mademoiselle Robinson, donc la sœur de Madame Perkins, elle va expliquer qu'après que son frère Frédéric ait quitté la maison, il y a un attaché-case qui avait volé à l'étage, ainsi qu'un parapluie qui avait sauté du porte-manteau pour retomber sur le sol de la cuisine. Mais ce n'est pas tout. Il y a eu un huilier qui s'est écrasé sur le plancher. Et la table que les deux femmes avaient finalement réussi à préparer après de coups des chaises qui se sont empilées, celle-ci s'était renversée toute seule. Là, je cite, « Nous avions si peur que nous sommes allés à l'extérieur. Par la fenêtre de la cuisine, nous avons vu toutes les chaises de la cuisine tomber. Nous sommes montés et avons trouvé des pierres sur le toit. Ce qui est extraordinaire, c'est que les meubles semblaient lourds à porter. 3 personnes avaient pu être témoins de ce mouvement spontané des meubles. Madame Perkins, sa sœur Mademoiselle Robinson, et donc le fils de Madame Perkins, Peter. Le jeune garçon d'ailleurs avait eu tellement peur qu'il refusait désormais de s'asseoir sur l'une des chaises qui avait bougé. Il craignait qu'elle ne se remette à bouger avec lui assis dessus. L'incident l'avait tellement impressionné que, au cours des jours suivants, pour être plus rassurée, sa mère, Madame Perkins, va décider de l'envoyer à la campagne pour qu'il se repose. Lorsque Harry Price a entendu ce qu'il s'est passé durant ce week-end, il va faire une nouvelle inspection de la maison.
Au premier abord, tout semblait être dans le même état que le vendredi lorsqu'il était parti. Puis, il est allé dans la cuisine. Il était en train de discuter avec Madame Perkins et Mademoiselle Robinson, quand soudain ils vont entendre un bruit sourd, comme si un objet assez lourd, pesant, était tombé derrière eux. Voilà ce qu'en dit Harry Price dans son livre. Pour moi, le bruit ressemblait à la chute d'une botte ou d'une brosse lourde, et j'ai immédiatement commencé à chercher un tel article. Le représentant d'Evening News, donc M. Grice, qui était toujours là pendant l'enquête, a fait de même. Au bout d'une minute environ, j'ai vu quelque chose de sombre sous une chaise dans un coin. J'ai posé ma main dessus et j'ai découvert que c'était une paire de chaussures noires pour femme. En fait, j'ai posé ma main sur un objet dur qui se trouvait dans une des chaussures et je l'ai retiré de celle-ci. C'était un petit ornement en bronze qui avait la forme d'un chérubin et qui pesait environ 4 onces. Bien sûr, suite à cette découverte, il y a eu assez d'étonnement au sein de la maison. Alors, après, comme on ne sait pas ce qu'il en est que c'était un réel étonnement ou est-ce que c'est de la manipulation ou est-ce qu'ils sont simulés être étonnés, là, Harry Price ne sait toujours pas quoi penser de cette affaire. Et les sœurs furent de plus en plus étonnées lorsqu'ils ont découvert que le fameux petit chérubin, normalement, se trouvait au-dessus de la cheminée et que là, il y manquait. Plus précisément, c'était sur la cheminée du salon de devant. Normalement, ils étaient 2. Là, lorsqu'on allait voir, il n'y en avait plus qu'un. Son compère l'attendait tout seul et l'autre était parti valdinguer dans cette fameuse chaussure, on ne sait comment. Sachant que ces 2 chérubins, durant les 25 ans qu'ils habitent dans cette maison, ils n'avaient jamais bougé une seule fois. Ne serait-ce que, je ne sais pas, pour les avoir changés de place ou quoi. Non, même s'ils faisaient le ménage ou quoi, ils les remettaient toujours à la même place. Donc, qu'est-ce qui avait fait que ce fameux chérubin se retrouve dans cette chaussure? Harry Price ajoute: j'ai continué ma recherche dans la cuisine, mais je n'ai rien pu découvrir d'autre qui aurait pu tomber. Si l'ornement de bronze venait vraiment de la pièce voisine, il devait avoir fait 2 virages à angle droit et passer au-dessus de nos têtes. Ça aurait pu être concevable que ce petit chérubin ait été lancé par l'une des femmes. Mais quand même, j'étais à quelques centimètres de Madame Perkins et de sa sœur. Et elles n'ont fait aucun mouvement suspect, que ce soit l'une ou l'autre. D'ailleurs, M. Grice déclare également qu'il n'a rien vu qui puisse expliquer ce fameux envol de cet ornement. De plus, j'ai remarqué qu'il était froid quand je l'ai retrouvé dans la chaussure. Si quelqu'un l'avait tenu pour le lancer, normalement, il aurait conservé une partie de la chaleur de la main. Mais là, ce n'était pas le cas. Harry Price et M. Grice vont de nouveau se mettre à fouiller toutes les pièces, encore une énième fois. Et une fois de plus, ils ne vont rien trouver de nouveau. Cette fois-ci, au lieu de partir, ils vont demander à passer la nuit dans la maison. Les Robinson furent d'accord et donc acceptèrent. Malheureusement, un peu plus tard dans la journée, Harry apprit que toute cette histoire de poltergeist avait amené tellement de curieux dans la maison qui rôdaient autour de cette maison du mystère comme c'était publié dans toute la presse, que cela avait finalement fait fuir les 2 sœurs et qu'elles avaient quitté la maison. De ce fait, si elles n'étaient pas chez elles, Harry devait abandonner l'idée de passer la nuit là-bas pour en savoir plus. Pendant tout le week-end, donc celui d'avant, la police, elle avait dû d'ailleurs intervenir. Parce que il y avait tellement de monde qui venait voir la maison que la route était devenue impraticable. Les voitures s'arrêtaient les unes derrière les autres et ça s'était complètement agglutiné. Et tous les gens étaient là, regardant, bouche bée, les vitres brisées. Et quelque part, la violence s'est accrue, puisque le samedi soir, il y a même eu des hooligans du quartier qui ont menacé de pénétrer de force dans la maison si on ne les autorisait pas à enquêter sur les phénomènes. Il y en a quand même qui se croient un peu tout permis. Le lundi après-midi, Harry Price sort de la maison et il rencontre un bandit costaud à l'accent russe qui lui propose d'inspecter les lieux pour lui. L'enquêteur va gentiment refuser ses services sans le remercier
Et il se dit que l'homme aurait eu bien sa place dans un bar à vodka de Minsk. Le lendemain de cette histoire, Mademoiselle Robinson et sa sœur vont finalement trouver le courage de retourner chez elle. Et Monsieur Bryce va demander à Harry Price s'il voulait bien emmener un médium dans la maison pour qu'il donne ses impressions sur celle-ci. Après quelques réflexions, Harry Price accepte. La psychique en question, on ne saura pas son nom, c'est Mademoiselle X. On sait que c'est une amatrice de paranormal et que c'est la fille d'un professionnel londonien bien connu. Elle va venir dans la maison d'Elland Road le mercredi 25 janvier aux environs de 15h. Donc on aura Harry Price, la médium, et Monsieur Salisbury, qui est le représentant du Daily Express qui s'est déplacé. Et tout ce petit monde va aller se présenter chez les Robinson dans le milieu de l'après-midi. À ce moment-là, seule Madame Perkins était présente. Harry va emmener Mademoiselle X dans chacune des pièces. Il espère qu'elle ressentirait quelque chose, mais celle-ci ne découvrit rien de spécial. Elle déclare simplement que l'endroit la faisait se sentir misérable. Cette information, au final, n'était pas particulièrement éclairante sur le cas qui nous concernait, puisque de nombreuses maisons de banlieue faisaient à peu près le même effet à Harry Price. C'est ce qu'il a confié du moins. Et il ne se passait rien dans celle-ci, contrairement à celle qui nous intéresse dans cette vidéo. Puis, brusquement dans la cuisine, la médium va déclarer qu'elle avait un peu frisqué, alors que bizarrement elle se trouvait dans la seule pièce de la maison qui était chauffée. Donc en théorie, elle aurait dû avoir plus chaud. Ni Monsieur Price, ni Monsieur Salisbury, eux, ne ressentaient le froid dans cette salle. Il y avait un bon feu, et bien au contraire, eux, ils ressentaient la chaleur de ce bon feu qui brûlait. La médium semblait frigorifiée. Ses mains étaient gelées et elle tremblait littéralement de froid. Par précaution, les deux hommes vont lui proposer d'aller s'asseoir près du feu pour qu'elle se réchauffe. Et ainsi, elle pouvait regarder Madame Perkins effectuer ses tâches ménagères. Eux, pendant ce temps-là, ils ont continué leurs recherches en refermant soigneusement la porte de la cuisine derrière eux. Ils vont encore et encore fouiller. Ils vont commencer à fouiller toutes les pièces du rez-de-chaussée en examinant minutieusement chaque meuble, chaque décoration, notant les positions exactes de ceux-ci. Ensuite, ils vont monter au premier étage. Mais à peine sont-ils arrivés au premier étage que Monsieur Salisbury croit entendre quelque chose tomber quelque part en dessous. Pour sa part, Harry Price, lui, n'avait rien entendu. Finalement, Harry et Monsieur Salisbury vont redescendre et visiter encore, fouiller, voir d'où pouvait provenir ce bruit du rez-de-chaussée. Mais ils n'ont rien trouvé. La porte de la cuisine était toujours fermée comme ils l'avaient laissée quand ils sont partis. Et lorsqu'ils sont rentrés dans la cuisine pour poser des questions à la médium et à Madame Perkins, celles-ci vont leur dire que elles n'avaient rien remarqué de spécial, il n'y a rien entendu de spécial. Lorsque les deux hommes vont refermer de nouveau la porte de la cuisine, ils vont remonter au premier pour continuer là où ils s'étaient arrêtés. Les chambres étaient divisées par un couloir qui allait de l'arrière à l'avant du bâtiment. Lors de leur inspection, M. Price et Salisbury durent traverser un passage assez étroit, mais assez bien éclairé, et ils durent le traverser au moins 6 ou 7 fois. À ce moment-là, il n'y avait rien de vraiment remarquable dans ce passage. Ils sont ensuite allés dans l'une des chambres, quand brusquement ils vont entendre, encore une fois, un objet qui tombe quelque part dans la maison. Les deux hommes vont immédiatement faire demi-tour, et lorsqu'ils arrivent dans le couloir, ils voient un savon jaune, ce que l'on utilisait pour faire le lavage des vêtements à l'époque. Il était sur le plancher, juste devant eux, à environ à peu près 2 mètres de la porte de la chambre où ils étaient. Alors que je le rappelle, ça faisait 6 ou 7 fois qu'ils passaient dans ce même couloir et qu'il n'y avait absolument rien. À ce moment-là, pour Harry Price, tout comme le correspondant du Daily Express, il était bien sûr tout à fait impossible qu'il soit passé autant de fois près d'un savon jaune posé par terre sans le voir ou sans marcher dessus. Mais aussi curieusement, s'il était tombé,
ils n'avaient rien entendu non plus. Par précaution, les deux hommes ne vont pas toucher au savon et vont descendre à la cuisine retrouver les dames. La cuisine avait toujours la porte fermée. Harry Price le précise toujours. Madame Perkins et la médium vont déclarer qu'elle n'avait pas bougé de la pièce et que la porte de la cuisine n'avait pas été ouverte depuis qu'ils étaient partis. Donc, au final, personne n'aurait pu entrer dans la maison, sauf par la porte d'entrée qui ne s'ouvrait que de l'intérieur, ou alors il fallait passer par le jardin, et alors passer par la buanderie et la cuisine. Donc, s'il y avait quelqu'un qui passait par l'arrière, par le jardin, il serait fatalement tombé sur Madame Perkins et la médium. Ensuite, Madame Perkins va les accompagner à l'étage supérieur, justement pour aller voir ce fameux savon. Elle dit que ce savon, il appartenait à l'arrière-cuisine et qu'elle ne comprenait pas pourquoi celui-ci se trouvait au premier étage. Les dames ont confié qu'elles aussi avaient entendu quelque chose tomber dans la maison. Mais ils convinrent tous les quatre que ce qu'ils avaient entendu tomber, ça ne sonnait pas du tout à l'oreille comme la simple chute d'un morceau de savon. D'ailleurs, ils remarquèrent, cette fois-ci, observant celui-ci, que malgré le fait qu'il soit apparemment tombé, celui-ci ne montrait aucun signe de coup dû à sa chute. Harry Price, M. Salisbury et la médium, qui se sentait toujours glacée malgré le fait qu'elle était restée près du feu et qui continuait à frissonner, vont attendre une demi-heure de plus. Et finalement, malgré cette demi-heure, il ne s'est rien passé d'autre. Donc, ils vont partir et laisser les Robinson dans la maison. Quelques jours plus tard, Frédéric Robinson put retourner chez lui. On l'avait disculpé au vu de ce qui s'était passé pendant son absence. Et c'est en revenant chez lui qu'il va apprendre que plus aucun phénomène ne se produisait. Après l'examen, comme l'avait deviné Harry Price, il avait été trouvé que M. Frédéric Robinson était tout à fait normal et qu'il avait été complètement absurde de l'avoir obligé à quitter son domicile et de l'emmener à l'hôpital. Malheureusement, quelque part, l'affaire Battersea se termine comme ça. C'est-à-dire que tout a commencé en décembre, ou un petit peu avant décembre, j'ai des pertes de mémoire moi-même, 1927. Et tout d'un coup, en fin janvier 1928, tout s'arrête, on ne sait pas pourquoi. Harry Price a eu beau enquêter, mais il n'a pas plus d'informations, et vous allez le voir, puisqu'il a fait une conclusion de son enquête. Au final, pour l'enquête en elle-même, c'était très satisfaisant, puisqu'ils ont eu plusieurs choses bizarres à observer. Mais pour une conclusion, ça devient un peu plus difficile. Malheureusement, on a appris aussi que l'aïeul de la famille, donc le patriarche, M. Robinson, qui était à l'hôpital, je vous rappelle, et qui avait 85 ans, est mort. Et donc, les descendants de celui-ci, donc son fils, ses filles, ont dû quitter la maison qu'ils occupaient déjà depuis 25 ans. Je ne sais pas quoi penser de cette affaire, mais en tout cas, c'est assez étrange, il faut dire ce qui est. Voici en tout cas ce que pense Harry Price de toute cette histoire. Lorsque celui-ci a commencé son enquête, il ignorait si ces phénomènes étaient naturels ou si c'était une personne malveillante qui s'amusait à balancer des choses ou à faire peur aux Robinson, ou même un des Robinson lui-même qui voulait juste faire parler de sa maison. Lorsqu'il a su au départ qu'il y avait un asile privé qui était visible depuis le jardin, il a pensé que peut-être ça aurait pu être des patients qui s'amusaient à lancer des projectiles. Mais il s'est rendu compte que la distance était trop loin juste pour s'amuser à lancer avec une catapulte à 80 mètres de distance sur la maison. Ce qui avait fait encore plus penser que ça pouvait être une querelle de voisinage, si on peut dire, c'est que lorsqu'il s'était renseigné, Harry Price avait appris que justement la famille Robinson avait eu quelques petits problèmes avec les patients qui occupaient l'asile dans le passé. Mais cependant, ça ne pouvait pas expliquer tous les phénomènes qui avaient été rapportés et que Price avait vécu lors de ses inspections. Il a aussi pensé à cette hypothèse que c'était un membre de la famille qui avait simulé toutes ces perturbations, mais il n'arrive pas à trouver de justification pour qu'ils aient fait cela, sachant que même
ont eu peur, qu'ils ont dû quitter la maison parce qu'il y avait trop de monde devant chez eux. Donc ça semblait bizarre que l'un des occupants s'amuse à faire ça pour, on va dire, qu'on parle d'eux, même si ça fait un peu bizarre dans, on va dire, fin des années 20. Je pense pas que c'était vraiment le but de faire parler de soi dans la presse, surtout au niveau paranormal. Donc c'est une explication c'est une théorie, ça reste une théorie, elle n'a pas été prouvée fausse, mais qui semble un peu crédible. Mais elle reste possible. Poise va écrire en conclusion: les incidents de l'étanche à gaz, du chérubin ou du savon me laissent encore perplexe. Lors des 3 occasions où j'ai été témoin de mouvements d'objets, je n'ai jamais pu être tout à fait certain qu'une explication normale ne pouvait pas être trouvée pour les phénomènes supposés. Je suis convaincu, bien que je n'en ai aucune preuve, que ces perturbations ont été déclenchées à l'origine par certains des soldats qui recevaient un traitement à la maison psychiatrique privée juste en face. Que l'inquiétude et l'anxiété causées par ces perturbations a pu agir sur certains des membres de la famille, c'est évident. Que cette réaction soit normale ou extra-normale, en l'absence de preuves supplémentaires, ça reste une question de spéculation. Mais je considère que les preuves de l'anomalie des événements sont bien sûr beaucoup plus solides que celles de la théorie selon laquelle la famille Robinson soit responsable des troubles qu'ils ont vécus. Donc si je comprends bien sa conclusion, il pense que c'est ce qui a peut-être déclenché tout ça viendrait bien de l'asile, mais qu'après il ne sait pas trop quoi en penser et qu'il peut juste spéculer sur ce qui s'est passé ensuite. Mais pour lui, c'est pas la famille Robinson qui est à l'origine de tout ça. Donc il y a bien quelque part, à part des spéculations, aucune explication qui est 100% prouvée et 100% sûre de ce qui s'est passé à cette période dans la maison d'Elland Road. D'ailleurs, pour votre information, sachez qu'en 1941, Frederick Robinson, donc l'un des fils qui avait vécu dans cette maison, va lui-même faire le récit des événements de la maison d'Elland Road. Il en parlera dans une revue psychique qui s'appelle Two Worlds. Il va révéler qu'il a été témoin du plus merveilleux des phénomènes psychiques que quelqu'un puisse observer, à savoir l'apparition de petits morceaux de papier blanc dans les escaliers et dans les chambres. Pour une raison inconnue, cet incident n'a jamais paru dans la presse et ce n'est pas arrivé pendant qu'Harry était là et on ne l'a pas tenu informé, donc même Harry Price n'était pas au courant que apparemment ces petits morceaux de papier blanc dans les escaliers soient apparus. Selon les dires de Frederick Robinson, lorsqu'on mettait ces petits bouts de papier à la lumière, on pouvait y voir une écriture fine, comme si elle avait été faite à l'aide d'une épingle. Les messages qu'il lisait pouvaient être parfois menaçants et quelquefois plus neutres. Il va aussi témoigner qu'une nuit, après une série de coups anormalement virulents, il va trouver un message sur un bout de papier qui était venu de nulle part et qui se retrouvait tombant sur son lit. Lorsqu'il put déchiffrer celui-ci, il lut: « Je ne suis pas bien ici, je ne peux pas me reposer. Je suis né sous le règne de Guillaume le Conquérant. » Le message était signé du nom horrible de Tom Bloud, mais d'autres mots qu'il avait retrouvés portaient plutôt le nom d'un Jesse Bloud. S'il y en a qui s'y connaissent un petit peu en matière de paranormal, peut-être que vous avez entendu une histoire à peu près semblable en ce qui concerne le presbytère de Borley, que je n'ai pas encore évoqué d'ailleurs sur la chaîne, parce que je trouve assez connu, et vous savez mon credo là-dessus. Il se trouve que dans ce presbytère, il y avait eu des messages assez similaires qu'on avait retrouvés un peu partout dans la maison. Si on continue donc par rapport à son entrevue pour la revue Psychic Two Worlds, selon Frédéric, qui avait été témoin donc à ses dires de près de 100 manifestations, la plupart des phénomènes avaient lieu lorsque son neveu Peter se trouvait dans la maison, sous surveillance ou en sécurité dans sa chambre. Ça a rappelé à Harry Price justement, encore une fois, la hantise au presbytère de Borley, où les Wesley étaient impliqués. À cette époque, l'enquêteur était sûr que mademoiselle Etty Wesley était le moteur primaire ou inconscient
de ces manifestations. Elle a été alors âgée de 19 ans et les phénomènes qui se passaient continuaient même lorsqu'elle était en train de dormir. Harry Price pense qu'au final ces affaires se ressemblent en certains points. Seulement, le poltergeist de Battersea est assez inhabituel aussi. En particulier avec l'intervention de la police et le traitement extraordinaire qu'a subi Frederick Robinson, qu'on a envoyé en observation pour voir si c'était pas lui qui faisait tout ça pour faire parler de sa maison, entre guillemets. Et moi, ce que je trouve bizarre, c'est que Frederick Robinson dit que la majorité des événements qui se sont passés lorsque Peter, donc son neveu de 14 ans, était dans la maison ou en sécurité dans la chambre. Là où justement, pour réussir à finir ma phrase, je trouve ça bizarre, c'est que un peu plus haut, justement, quand Harry Price a mené son enquête, le neveu était parti, puisqu'il avait eu peur par rapport à tout ce qui était arrivé aux chaises, ou même quand il a fait certaines fouilles déjà juste avant, on n'avait que Frederick Robinson et Madame Perkins qui étaient là, et avant c'était une des autres sœurs, donc il n'était pas dans les parages lorsque des choses se seraient passées au moment où Harry Price était là. Donc si ça correspond à la fameuse théorie d'un adolescent perturbé qui créerait inconsciemment ce genre d'événement, comment il faisait s'il était loin de la maison? C'est là que ça devient un peu compliqué. Ça peut expliquer, oui, les moments où il est dans la maison peut-être, mais quand il est parti parce qu'il a eu peur, ou quand il était, je sais pas, peut-être à l'école, c'est pour ça qu'il n'était pas là quand Harry Price est venu enquêter, je ne sais pas. À ce moment-là, quelle explication donner, puisque Peter n'est pas là? C'est là où cette affaire laisse un peu perplexe, on va dire. Puisque on peut faire plusieurs suppositions, plusieurs spéculations, comme le dit Harry Price. Mais être totalement sûr de ce qui s'est passé, là ça devient un peu plus complexe. Il s'est passé quelque chose de bizarre, c'est sûr. Après, poltergeist, pas poltergeist, inconscient, mise en scène. En tout cas, ils n'ont jamais changé de version par rapport à ce qui s'est passé. Et Harry Price lui-même a senti que les Robinson, quelque part, ils subissaient tout ça. Donc généralement, quand on subit quelque chose, on ne le crée pas vraiment. Ou alors, on est de très bons comédiens. Ce qui est quelque chose qui est envisageable. Mais bon, tout ça fait beaucoup de si. Et enfin voilà, ça donne pas vraiment de réponse à ce qui s'est passé. En tout cas, après toute cette histoire, et une fois que les événements se sont arrêtés, il y a bien sûr beaucoup d'autres événements, eux non paranormaux, que vont subir la famille Robinson, mais comme nous allons dire à peu près toute famille dans sa vie. Et au fil des jours et des années qui ont suivi toute cette affaire, les rues de Battersea, donc surtout la rue où se trouve la maison de Elland Road, recommencer tranquillement à vivre dans une banalité de n'importe quelle rue du monde sans rien de spécial. Jusqu'à ce que une certaine Shirley Hitchings, 15 ans, et sa famille emménagent au 63 Wycliffe Road, qui se trouve à moins d'1 mile de la maison de Elland Road. Mais ça, ce sera une autre histoire, comme vous vous en doutez, parce que ça concerne une autre maison, toujours à Battersea. On lui a aussi donné le nom de poltergeist de Battersea, mais ce n'est pas le même. Et c'est bien des années plus tard. Bien sûr, je ne peux pas vous dire d'avance quand je traiterai cette vidéo sur Shirley Hitchings, mais en tout cas pour l'affaire de 1927, sur Elland Road avec les Robinson, eh bien quelque part nous n'avons pas vraiment de conclusion sûre à donner sur ce qui s'est passé sur ces fameux événements. Est-ce qu'ils étaient paranormaux, non paranormaux? Est-ce que c'était un coup monté? Est-ce que c'était possiblement inconsciemment le petit-neveu? Est-ce que c'était totalement autre chose? Quelque part, ça reste encore tout un mystère aujourd'hui. Comme vous le voyez, je vous avais dit, si j'avais fait les deux parties ensemble, ça vous aurait fait à peu près 1 heure de vidéo, à peu près, quelque chose comme ça. Ce qui faisait, je trouvais, un peu trop, même si je suis déjà montée à 40 minutes de vidéo sur certains thèmes. Mais là, j'ai trouvé préférable, c'était mieux, 25 à 30 minutes par vidéo.
j'ai pensé que ce serait plus agréable pour vous que de vous faire un bloc d'1 heure de vidéo. En tout cas, ça vous pouvez me dire si j'ai eu une bonne idée de faire comme ça ou si vous auriez préféré l'avoir en un seul bloc. Mais en tout cas, je suis toujours ouverte pour savoir ce que vous pensez de toute cette histoire, si vous aussi vous avez des hypothèses par rapport à ce qui a pu se passer dans cette maison en 1927. Vous savez que pour m'expliquer tout ça, tout ce que vous en pensez, si vous avez appris quelque chose, si vous connaissiez l'histoire, etc., il vous suffit d'aller dans la section commentaires et de vous exprimer. Normalement, chez moi, il y a la liberté d'expression tant qu'on reste à se parler avec du respect et sans insulte. Tout simplement, c'est juste la base. Si vous avez aimé cette vidéo, vous savez que vous pouvez me le montrer en lâchant un petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et puis si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous aimez ce genre de contenu et bien d'autres, eh bien il vous suffit tout simplement d'aller sous la vidéo, de cliquer sur le petit bouton s'abonner. Comme ça, vous pourrez découvrir peut-être d'autres affaires qui traitent de surnaturel que vous ne connaissiez pas. Et si vous voulez ne louper aucune vidéo postée sur la chaîne, eh bien, normalement, lorsque vous vous êtes abonné, et si vous êtes abonné et que vous ne l'avez pas encore fait, théoriquement, vous avez une petite cloche juste à côté de votre abonnement. Il vous suffit juste de cliquer sur la cloche, de sélectionner toutes les notifications. Comme ça, dès qu'une vidéo sera publiée sur la chaîne, YouTube vous enverra une petite notif pour vous prévenir. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus et hop, vous vous installez tranquille, peinard, et vous découvrez une nouvelle affaire que vous ne connaissiez peut-être pas. Et pour terminer, toujours si vous voulez m'aider, vous pouvez aller sur le Ko-fi me payer un petit café comme on dit, ou bien tout simplement vous pouvez partager cette vidéo ou même parler de la chaîne autour de vous, que ce soit de façon orale, donc avec vos amis, collègues, etc., comme en utilisant internet et donc tout ce qui est mail, blog, site internet, thread de discussion ou les réseaux sociaux. Enfin, vous avez plusieurs, je pense, solutions pour partager cette chaîne ou bien cette vidéo en particulier. Donc n'hésitez pas, si ça peut aider la chaîne, c'est toujours du bonus et je vous remercie si vous faites certaines de ces actions, ça me fait énormément plaisir. C'est ça qui me motive, donc continuez à me le montrer en faisant ces petites choses. En tout cas, cette fois-ci, c'est sûr, nous pouvons fermer donc cette page sur longue page, hein, on est d'accord, sur le Poltergeist de Battersea de 1927. Et en tant que gardienne de la bibliothèque, il va être temps pour moi de fermer les portes de celle-ci et de vous dire à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bon week-end, bye!